Si les barrières douanières à l'entrée de la France ont disparu avec l'Europe, les douaniers continuent d'exercer leur contrôle sur les lieux de transit. Vous avez des marchandises à déclarer, monsieur, au service des douanes? Des choses que vous avez achetées là-bas? Une mission qui s'étend sur l'ensemble du territoire. De la contrefaçon au trafic de drogue, leur travail, déceler la moindre fraude. Messieurs, s'il vous plaît, bonjour, contrôle de douane. Venez me voir, s'il vous plaît, monsieur aussi. Vos bagages, s'il vous plaît. Garde de cannabis. Ouh, c'est pas bien ça. Traquer la moindre infraction. Lutter contre les importations frauduleuses. Ah, celui-là, on va l'ouvrir. Hein. Ça, c'est des cigarettes. Paris, Marseille, Le Havre, Grasse. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des brigades du service des douanes. No drugs? No, no drugs. No guns? No, no. Ok, don't touch, don't touch, don't touch. Lutte au quotidien contre des contrefaçons en tout genre. Voilà une faute d'orthographe typique de la contrefaçon. Au lieu de mettre pure flat, ils ont mis purée flat. Des trafics, des réseaux, démantelés grâce à des enquêtes. Vous pensez que je suis ici pour vous mentir? Non. Une immersion au cœur de la bataille des douaniers dans leur lutte contre tous les trafics. Paris, la gare du Nord est la troisième gare au monde après celle de Tokyo et Chicago. Une fourmilière dans laquelle se croisent chaque jour près de 500 000 personnes et 2600 trains. Cette gare est une plateforme qui dessert des villes comme Bruxelles, Berlin ou encore Amsterdam, et donc une plaque tournante pour tout type de trafic. Pour lutter contre les trafics, une brigade ferroviaire a été mise en place expressément sur les quais et dans les trains. Denis et son équipe en font partie. Aujourd'hui, ils embarquent à bord du Thalys, direction Bruxelles. Le train est un vecteur de transport extrêmement intéressant. Il n'y a pas de barrière de péage à franchir, il n'y a pas de frontière physique à franchir. Donc c'est un moyen pour les trafiquants d'être rapidement à Paris et après soit de partir en Espagne avec d'autres trains au départ de Gare de Lyon, soit de prendre un avion à partir de Roissy. Voilà. Ce train est un direct Paris-Amsterdam via Bruxelles. Ses passagers font l'objet d'une surveillance toute particulière par les services des douanes. Amsterdam, bien entendu, c'est celle qu'on va contrôler. Inutile de faire un dessin. Voilà. C'est celle qui nous intéresse le plus. C'est celle qui est bondée d'ailleurs, ça tombe bien. Denis et son équipe commencent leur repérage en civil. T'as pas vu le mec avec le bonnet là qui a rien, qui a pas de bagage, que dalle là? Il n'y a pas un truc juste au-dessus de lui, mais qui correspond Je crois pas, non. Le tout premier, là? Le mec avec le bonnet là. Ouais, voilà. Il n'y a pas de vérité. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est en t-shirt ou en costume 3 pièces qu'on ne consomme pas de cocaïne ou qu'on ne transporte pas des sommes d'argent. Hein. Les trafiquants, c'est sûr, sont tentés de se mettre en costume 3 pièces avec cravate parce qu'ils pensent qu'on va moins les contrôler que s'ils étaient en jean, en pantalon de tri. Bon, mais c'est faux. Voilà. Donc on n'a pas d'a priori sur la tenue vestimentaire des gens qu'on contrôle. Voilà. Tous en piste. Petit brasseur. Tu ouvres le bal, Charles? Clairement identifiables, les douaniers commencent le contrôle des voyageurs et de leurs bagages. Joel with you, but you don't Yes. work. Yes. Ok. Bonjour, monsieur. Un contrôle de douane. Vous avez des bagages, s'il vous plaît? Oui, juste au-dessus. Juste au-dessus? Le sac, ici, là, uniquement? Les deux? Vous allez où? Bruxelles. À Bruxelles? D'accord. Can you give me your train ticket, please, and your passport? Where you come from? Sorry? Where you come from? I was in Paris and before that in London. Yes. Vous étiez dans le cadre de votre travail à Bruxelles, monsieur? Oui. Vous avez l'air un peu tendu. Je sais pas ce que vous cherchez, mais vous me trompez. Oh, vous savez, on s'est... Hein? Oh là là. Ils ressentent ça comme une atteinte à la liberté de circuler, tout simplement, hein, déjà, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que l'administration des douanes est encore là, alors que la liaison que la France et la Belgique font partie du même espace Schengen. Hein, ils ont du mal à comprendre ça, mais bon, ceci étant, on ne les empêche pas de circuler. Hein. On se contente de les contrôler, voilà, on fait notre travail. Sur le trajet du retour, cette femme attire l'attention des douaniers. Accompagnée de ses 3 enfants,
elle vient d'Amsterdam et se rend à Paris pour la journée. Un voyage éclair qu'elle a du mal à justifier. Et pourquoi elle fait le trajet dans la journée? Why do you travel? What is the reason of your trip? No, I want to go see somebody. What? To visit somebody. Pour une journée? Hein, ça pue. Hein. Ça fait 400 € de bifton, hein. Faut pas déconner. What's your job? Are you married? No. No? And you have no job? Have you got some drugs with you? Drugs? No. In your, sure? in your body, hein? Inside? Inside, No. Take it easy. Et Elles sont où, elles travaillent pas? qui c'est qui a payé les billets de train? Who paid the tickets for you? Les billets sont payés en cash, elle sait pas qui c'est qui lui a payé les billets, elle sait pas qui c'est qui l'attend à Paris, elle sait rien. Quoi. Les douaniers pensent avoir affaire à ce qu'on appelle une mule, c'est-à-dire quelqu'un qui ingère de la drogue pour la passer. Seule une fouille intégrale, faite dans les locaux de la douane, pourra permettre de le vérifier. En attendant, ces affaires sont passées au peigne fin. C'est toujours des cages dans les doubles fonds des bagages. Dernièrement, on a trouvé des grosses sommes d'argent, c'est pas des stupéfiants, mais camouflés dans un anorak, hein, un anorak parfaitement repris. Hein. On n'aurait pas dit qu'il y avait de l'argent dans les doublures. Hein, oui, c'est une perruque, quoi. Force, il y a rien sur la perruque. Faudrait qu'elle l'enlève, Can you take it off, please? Ah, voilà. Give it to my colleague. Bon, c'est bon, il n'y a rien. Entre deux wagons, l'équipe de douaniers a repéré un passager qui semble suspect. L'homme avoue avoir consommé de la drogue lors de son séjour aux Pays-Bas. Il vous reste de votre consommation sur vous, quoi, dans votre sac? Sur vous. Bien. Vous regardez par la fenêtre et vous vous accrochez. Mon collègue va vous toucher, hein. D'accord? On va regarder ce que vous avez dans les poches, monsieur. Les douaniers ont vu juste. L'homme interpellé s'avère être sous contrôle judiciaire pour trafic de stupéfiants. Vous êtes sous contrôle judiciaire, vous allez consommer des stupéfiants à Amsterdam ou ailleurs, j'en sais rien. Il ne faut pas vous étonner après, hein. Attendez. Vous êtes en contrôle judiciaire, restez bien tranquillement sur le territoire français, buvez de la bière, vous n'aurez pas de soucis. On va vous amener au bureau, d'accord? On va faire certains examens sur votre personne, hein, pour voir s'il y a d'autres éléments qui peuvent nous amener à penser que vous en avez soit ingéré, hein, soit inséré. Par ici, là. Arrivé à Paris, les locaux de la douane ferroviaire se situent à 2 pas de la gare du Nord. Les personnes contrôlées à bord du train vont y subir des tests afin de s'assurer qu'ils n'ont aucun stupéfiant sur eux. La mère de famille d'abord. Une analyse d'urine est faite pour déceler d'éventuelles traces de drogue dans l'organisme. Les douaniers cherchent à savoir si elle n'aurait pas avalé des capsules de drogue pour les faire passer en France. Bon, là, les premiers tests, elle est négative, là. Le premier résultat, hein. Voilà, on va faire un deuxième contrôle, hein, pour assurer le coup, avec un deuxième test. Le deuxième test aussi sera négatif. Seules des radiographies auraient pu permettre d'approfondir les recherches. Mais impossible à faire sans placer les enfants. La femme est relâchée, on n'en saura jamais plus sur le but de ce déplacement éclair à Paris. Dans une autre salle, le jeune homme sous contrôle judiciaire vient de subir une fouille intégrale. Qu'est-ce qu'on a, là? Il y a un peu de coke, un peu d'héros. Un peu de coke, un peu d'héros. Bon, on va peser déjà, on va voir ce qu'il y a. Ouais. Donc 2 4 d'euros. Un 8 de coke. Mais bravo. C'est une personne, quand on a posé les questions dans le train, il n'avait rien, hein, donc voilà. Et puis à la visite à corps, hein. Visite à corps, on fait mettre quelqu'un à nu pour voir s'il a rien sur lui. On a trouvé dans l'arrêt de son postérieur, on a trouvé 1,8 g de cocaïne et 2,4 g d'héroïne. C'est pas grand-chose, mais bon, c'est un monsieur qui sort de prison, hein, qui est en sursis, qui est suivi par un contrôleur judiciaire, donc bon, je pense que sa peine de prison, il faudra qu'il la fasse totalement, quoi. Voilà. Ah ben, c'est de la bonne, hein. Action nette, hein, donc cocaïne. Ouais. Monsieur, les tests sont positifs, vous êtes en retenue douanière, d'accord? C'est qu'il vaut une garde à vue. Dans quelques heures, ce jeune homme sera remis à la police et repassera en jugement. Trafic par voie terrestre, mais aussi et surtout par voie maritime. Au niveau mondial,
90% des échanges commerciaux passent par la mer. Et le transit des produits illicites ne fait pas exception à la règle. Le Havre, premier port de France, point d'entrée majeur des marchandises vers la communauté européenne. Chaque année, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de containers qui arrivent ici. Simple transit avant de repartir par la mer, ils peuvent aussi prendre la route sur des camions ou des trains pour terminer leur voyage. Et parmi ces montagnes de containers, certains comportent des produits illégaux. Cigarettes, drogues, armes, contrefaçons de toutes sortes, voire même des biens culturels, ou encore des animaux protégés, importés illégalement. Pour les douaniers, repérer ces trafics est souvent comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils doivent faire vite, car les containers ne transitent souvent que quelques heures sur ces quais. Ces hommes déterminent les chargements qu'ils vont passer à la loupe. Pour faire ce choix, ils s'appuient sur les déclarations faites par les compagnies de marchandises à bord. Ce premier tri s'appelle le ciblage. Il y a certains critères qui font qu'on va porter plus d'intérêt sur un conteneur plutôt qu'un autre. C'est pas trahir un secret professionnel que de dire, bien évidemment, il y aura l'origine, mais il y aura plein d'autres choses. On va pas traiter de la même façon un conteneur qui arrive d'Asie qu'un conteneur qui arrive d'Amérique du Sud, par exemple. C'est clair. Stéphane est un spécialiste du ciblage. Il traque les cargaisons illicites depuis 11 ans et connaît les quais comme sa poche. Ce matin, il part ouvrir plusieurs containers suspects. Il faut oui, avoir un esprit de chasseur. Alors on voit plein de choses, mais on ne voit jamais assez parce qu'on découvre tous les jours. Premier contrôle. Un déménagement en provenance du Maroc et à destination de la Grande-Bretagne. Le Maroc, une cible de choix pour les douaniers. C'est le premier pays producteur au monde de cannabis. Ces containers sont donc souvent contrôlés. En matière de ciblage, sur 100 conteneurs qu'on va sélectionner, 99 fois, il n'y aura rien dedans. Parce qu'on n'aura pas estimé le bon risque que ça pouvait présenter. Mais la fois où on trouvera, ça compense les 99 autres où on n'a pas trouvé. Ça, c'est clair. C'est le chat et la souris. Oui, c'est bien. Cherche-le. Oui, cherche. Dans le cas de trafic de drogue, le flair du chien est le plus efficace pour trouver rapidement des stupéfiants. L'animal passe en revue des dizaines de cartons et donne de précieuses pistes aux hommes. Rien à signaler ici, l'équipe va maintenant s'attaquer à un autre arrivage. Ce container provient de Chine, pays passé maître dans l'art de la contrefaçon. 90% des copies sont chinoises. Pour moi, c'est bingo, oui. C'est bingo juste comme ça, à vue de nez. Mais il faut voir, hein, tout simplement parce que ça, pour moi, c'est un modèle de chez Sharp, le téléviseur Sharp. Alors, faut voir, j'ai pas vu Sharp nulle part. Il y a un autre truc, par contre, qui m'intrigue, c'est que les numéros de série, visiblement, ou les codes barres qui sont placés ici, sont tous identiques. Tous. Sans exception. Donc c'est simplement sur la première tire, c'est-à-dire sur la première rangée. Faut voir pour le reste, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est peut-être du vrai produit, mais faut voir. On va en sortir un ou deux, on va voir. Je vais t'envoyer celui-là, Bon, tu tires l'autre. trop fort. Moi, ce que je te propose, c'est d'en sortir un deuxième. On va regarder, il y a un numéro de série qui est mentionné là. Ouais. On va en sortir un deuxième, on va voir le numéro de série, il est propre à chaque appareil. T'as quoi comme numéro 6 C C'est 605 5, 5, 2, 2, 3, 9, 4. Donc là, on a un problème. Ouais. On a un problème. On ne peut pas avoir deux appareils qui portent le même numéro de série. Stéphane emporte un échantillon et enverra des photos à la marque concernée. Celle-ci dira s'il s'agit bien de contrefaçon. Un peu plus loin sur le port, un deuxième filtre permet de contrôler les cargaisons. Lorsqu'il reste un doute et que le fond du conteneur est difficile d'accès, on lui fait passer une radio pour voir ce qu'il a dans le ventre. Une déclaration qui accompagne le conteneur. Et là, on voit sur le descriptif des marchandises des feux d'artifice, donc entre parenthèses produits dangereux,
Donc dans un premier temps, ce qu'on va regarder, là vous pouvez le voir à l'image en direct, c'est l'uniformité des marchandises. Et là, l'opérateur image va travailler avec un système de loupe. Les roues, l'habitacle, la structure même du camion sont passés au peigne fin. Rien de suspect pour ce chargement, le chauffeur peut reprendre sa route. Ce camion à la cabine rouge, par contre, est immobilisé par les services des douanes depuis une semaine. À l'intérieur, caché au milieu des cartons, un paquet noir, mis en lumière par le scanner, 8 kilos de cocaïne. Ce camion, quant à lui, passe au scanner pour un cas bien particulier. Il s'agit d'une requête des services des douanes irlandais. 2 containers en provenance de Singapour, suspectés d'être remplis de cigarettes. D'après les documents commerciaux, ils sont censés transporter des nouilles instantanées. Vérification du premier container. Alors, la spécificité des cigarettes, c'est qu'on a un quadrillage particulier qui nous montre que c'est des cigarettes plus qu'une autre marchandise. Donc là, on n'a pas trop le quadrillage qu'on retrouve pour les cigarettes. Donc pour nous, il n'y a pas de cigarettes. Le deuxième container subit maintenant exactement les mêmes contrôles. Son contenu est censé être le même que celui examiné juste avant. Mais sur l'écran, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas du tout le cas. Là, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est des cigarettes. Partout, partout, partout. Ce container est rempli de nouilles. Celui-ci est plein de cigarettes. Les organisations qui se livrent à ce type de trafic ne perdent même plus de temps à cacher des cigarettes derrière une marchandise. Et puis, au final, ça leur permet aussi d'en mettre plus. De toute façon, elles savent qu'il y aura des contrôles, elles savent qu'il y aura de la perte. Et je veux dire, elles prennent le risque parce que c'est très rentable. Et je dirais, c'est pas parce qu'on contrôle et on trouve une fois ou deux des cigarettes que la rentabilité n'y est plus. Une fois qu'on aura procédé à l'ouverture, qu'on aura vérifié la nature des cigarettes, on va mettre en œuvre une procédure donc, de livraison surveillée internationale avec nos homologues irlandais. C'est-à-dire qu'on va laisser repartir le conteneur vers l'Irlande et il sera pris en charge à destination par les Irlandais dans le but d'appréhender non seulement les cigarettes, mais aussi les commanditaires, c'est-à-dire les personnes qui se livrent au trafic de cigarettes en Irlande. Ça va aller relativement vite parce qu'il faut que le conteneur puisse repartir sur le bateau sur lequel il était prévu de repartir, de sorte que les destinataires ne se doutent de rien, puisque le conteneur va arriver le jour et à l'heure prévue initialement. Donc ils n'auront absolument pas connaissance du fait que leur conteneur a été contrôlé. Sur les milliers de containers qui arrivent ou transitent par le port du Havre chaque jour, 200 sont scannés dans ces locaux. Après l'étape du scanner, les agents des douanes procèdent maintenant à l'ouverture du container. Ils se sont équipés de masques pour se protéger contre les gaz insecticides vaporisés à la fermeture du container. Premier constat, la marchandise a été emballée avec un soin tout particulier. On a déjà vu des cigarettes qui étaient palettisées, filmées, mais c'est vrai que là, ça a l'air d'être une sorte de film aluminium et c'est un mode de conditionnement qu'on n'avait encore pas vu. C'est du beau travail? C'est du beau travail, et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un processus industriel. Donc on n'a pas affaire à des amateurs. La première palette, située contre la porte du conteneur, est sortie et laissée intacte pour ne pas éveiller les soupçons des personnes qui récupéreront la marchandise à Dublin. Des cartouches de cigarettes sont prélevées plus au fond du conteneur. John Player. Les cigarettes ne sont pas d'une marque particulièrement développée mondialement. Reste à savoir s'il s'agit de contrefaçon. On va prendre 2 cartouches de cigarettes qu'on va transmettre à une centrale chez nous qui s'appelle l'Observatoire des cigarettes, qui est en contact avec tous les fabricants, qui va se rapprocher du fabricant pour savoir si le produit est authentique ou s'il est contrefait, et qui va se demander pour quel marché était destiné le produit. Donc ça me fait 40 500 cartouches, ça fait 405 000 paquets de cigarettes, 405 000 paquets de cigarettes par 20. Ça fait 8 tonnes 100. Sur le marché irlandais, à raison de 8,50 € le paquet chez les buralistes, ces cigarettes auraient représenté une valeur marchande de près de 3,5 millions d'euros.
Une fois les palettes repositionnées exactement comme elles l'étaient avant ouverture, le conteneur est scellé et le camion peut repartir. Dans 2 jours, il arrivera comme convenu à Dublin. Le but du jeu ne sera pas forcément d'appréhender les gens dès qu'ils vont se présenter au conteneur, mais de voir justement tout ce qu'il y a derrière, toute l'infrastructure du trafic qu'il peut y avoir par derrière. Donc, je vous le dis, des transporteurs impliqués, des lieux de stockage, d'entreposage et puis des réseaux de revente. La contrefaçon de cigarettes est très lucrative et moins sévèrement punie que d'autres trafics. Un business d'autant plus rentable que les produits sont de piètre qualité. On va dire que le filtre, ouais. Bon, c'est les cigarettes qui ont vécu, qui ont notamment, qui ont souffert de l'humidité. Là, c'est typique. Enfin, déjà, là, rien qu'à voir le filtre qui est pas blanc comme neige. Non, puis surtout ça, c'est flagrant. Ce genre de taches jaunâtres sur le papier. Ça veut dire que c'est des cigarettes qui ont été stockées dans des conditions, enfin exposées à l'humidité ou à des fortes variations de température, condensation ou autre. Et ça, c'est de la clope qui est restée longtemps dans des conditions de stockage, franchement, pas forcément très adaptées, quoi. Jamais vous verrez en France, chez votre buraliste, une cigarette vendue avec un filtre, ça filtre que dalle, quoi. Il n'y a aucune densité, c'est du vent, hein. Un peu plus loin, sur le port du Havre, c'est ici, dans cet énorme hangar, que sont stockées les cargaisons illégales saisies sur les docks. En ce qui concerne les téléviseurs trouvés par Stéphane, la marque a confirmé. Il s'agit bien de contrefaçon. Les arrivages de produits IFI contrefaits viennent régulièrement grossir les rangs des contrefaçons stockés dans le hangar. Ici, 1400 téléviseurs, mais aussi 500 lecteurs DVD ou encore 400 home cinéma, pour une valeur de près de 400 000 €. Tout ce que l'on voit là était contenu dans les containers. Donc vous voyez, les quantités sont assez imposantes, hein. C'est 3700 pièces au total. Des cartons bien imités, en couleur, reprenant le logo des marques. Le grand public pourrait tout à fait s'y tromper. Mais les douaniers ont très vite repéré que ces produits à destination du marché africain étaient contrefaits. Une des particularités là qu'on voit très bien, par exemple, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est qu'on leur offre aux clients une garantie panafricaine, ce qui n'a pas de sens. Donc voilà le genre d'éléments qui attire l'œil quand on a un œil exercé pour déterminer que ce produit ne serait pas normalement à la vente en Europe ou même en Afrique. Ça n'existe pas. La marque LG adore le Nigeria, les Nigérians. Il est évident qu'on peut se poser la question au départ. C'est ce qu'ont fait les équipes et la marque confirme bien qu'à aucun moment dans sa politique commerciale, elle ne va cibler un pays plus particulièrement qu'un autre. Voilà une faute d'orthographe typique de la contrefaçon. Au lieu de mettre Pio flat, ils ont mis Purée flat. Ce sont des écrans cathodiques classiques qu'on va bientôt ne plus trouver en Europe et on peut penser que toutes les carcasses des appareils, de ces appareils de télévision, en fait, ont probablement été triées en Europe, réexportées à titre de déchets en Chine et réutilisées par un fabricant chinois qui peut-être, on ne le sait pas, mais peut-être fabrique pour des grandes marques, mais qui, de manière parallèle, en pure contrebande, a organisé son propre marché de livraison de téléviseurs cathodiques pour l'Afrique. Des contrefaçons dont les emballages peuvent faire illusion, mais une fois disséquées, elles ne laissent aucun doute sur la piètre qualité de leurs composants recyclés. Comment peut-on admettre qu'un tube soit livré rouillé comme ça? Il est neuf. Et quand on voit tout ça, on se dit qu'un court-circuit est possible, que les connexions électriques ne vont pas bien se faire. Regardez par exemple ces vis qui sont vraiment approximatives. Personne n'imaginerait avoir dans son téléviseur des vis de récupération sur des parties rouillées, avec des éléments de récupération made in Japan manifestement anciens, avec des câbles qui vont dans tous les sens, avec des plaques dont les soudures sont vraiment grossières et approximatives. Ça a l'apparence du vrai, ça peut fonctionner un temps, et ça sera sûrement dangereux. Vous voyez ce genre d'antenne qui tient plus du... Il suffit de voir la connectique, il suffit de voir la légèreté, sa qualité. Voilà, ça se tord comme ça. Voilà. Là, je l'ai tordu, là. Et je la retors. Oui, voilà, c'est cassé. Voilà, donc ça n'a pas de
Ça n'a aucune valeur de conduction. Je pense qu'une fourchette ferait mieux, en guise d'antenne. Encore plus étonnant, dans ce home cinéma, c'est un rouleau de papier toilette qui fait office d'enceinte. On pourrait tout à fait dans nos magasins avoir, à l'approche de Noël, des ventes portant sur du matériel quasi similaire dans l'apparence. Les cartons sont bien faits, les notices sont bien faites, sauf que tout est contrefait. Stockés en attendant une décision de justice, tous ces produits seront ensuite détruits. En 2009, la douane du Havre a ainsi saisi un demi-million d'articles contrefaits. Mais combien sont passés à travers les mailles du filet? L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, une autre plateforme du trafic en France. Roissy est une porte d'accès sur le monde. 60 millions de passagers arpentent ces terminaux chaque année. Et en matière de mouvement aérien, c'est le premier aéroport européen. Roissy, c'est aussi un immense centre de tri postal. Chaque mois, 1,5 million de plis et colis du monde entier arrivent ici. Pour les douaniers, le centre de tri postal est un point stratégique de contrôle. Notre travail, notre action, c'est de voir en fonction de la marchandise découverte si on va la taxer ou si on va la traiter comme un produit qui serait prohibé. Ici, tous les paquets sont scannés, parfois ouverts en cas de doute. Ah, celui-là, on va l'ouvrir. Hein. Ça, c'est des cigarettes. C'est 20, 25. Ça fait 50 cartouches. Et ces cigarettes, elles viennent d'un pays étranger. Les cigarettes importées en France doivent porter dessus des mentions en français. Fumez-tu. Ce sont les mentions qu'on connaît tous hein, sur les cigarettes vendues en France. Là, il y a des mentions, hein, mais c'est écrit en russe, donc c'est pas valable. Donc c'est là, l'importation est interdite. Et comme au Havre, des cigarettes, il en arrive toute la journée, du monde entier. Depuis l'augmentation des tarifs sur les cigarettes, alors là, c'est un trafic qui devient très important avec les envois de la Poste. L'envoi, donc, c'est un colis qui vient de Chine. Hein. Ça, c'est un envoi entre personnes qui se connaissent. Et là, ça devient de la contrebande parce qu'il y en a beaucoup trop pour que ce soit un usage personnel. Ouais. Ça, c'est destiné à être vendu. Hein. Ils ont déclaré des chaussures et des vêtements. Voilà, c'est ce que l'expéditeur a déclaré. Résultat, près de la moitié du bâtiment est occupé par des cartouches de cigarettes. Tout ça, c'est de la cigarette qui a été achetée, qui est vendue sur Internet. Là où il y a 9000 cartouches, là, qui sont en attente de destruction. Un travail de filtrage colossal, mais fructueux. En 2008, ici, les douaniers ont retiré de la circulation 170 tonnes de marchandises non autorisées. Côté voyageurs, à l'aéroport de Roissy, les patrouilles des douanes sont sur le qui-vive 24 heures sur 24. Ils sont là pour vérifier que les biens introduits sur le territoire ne font pas l'objet de restrictions, mais aussi que leur valeur totale n'excède pas certains seuils et qu'ils ne sont pas importés en trop grande quantité. Certains vols sont particulièrement surveillés. Vous avez des marchandises à déclarer, monsieur, au service des douanes? Des choses que vous avez achetées là-bas? Cet homme arrive d'Iran et attire l'attention de la brigade de surveillance. Il transporte avec lui un grand nombre de sacs en bagages à main. C'est votre billet d'avion? Alors on va jeter un œil dans vos bagages, si vous voulez bien. C'est des vrais cheveux, ça? C'est des vrais cheveux? Ouais. Vous avez des factures pour ça, pour les importer en France? L'homme est coiffeur et rapporte à Paris des cheveux en grande quantité, au moins 30 kilos. C'est des vrais cheveux? Non, ce sont des vrais cheveux. Ah bah justement, ça coûte très cher. Bah voilà. C'est ça. Hein. Et là, j'ai une facture de 10 kilos, mais une facture à 0. Là, il fait passer ça pour des échantillons, mais c'est plus des échantillons, vu la quantité. Apparemment, c'est pas la première fois. Donc là, ça, c'est pas déclaré. Oui. D'accord. Donc on va déjà, dans un premier temps, connaître la valeur de tout ça. Okay, y a pas de problème. En théorie, du fait que vous m'avez répondu... Il y a une taxe, et du fait que vous m'avez répondu par la négative, lorsque je vous avais demandé si vous avez des marchandises à déclarer, vous êtes passible d'une amende également. Bon, on va tout remballer, on va passer au bureau de taxation. La quantité de cheveux importés est loin de pouvoir passer pour des échantillons. Elle s'apparenterait même à un trafic commercial non déclaré. Ce qui compte, c'est pas la valeur que vous l'avez acheté, c'est pas la valeur que vous allez le revendre. Nous, ce qui nous importe, c'est la valeur sur le marché intérieur. Comme vous les avez pas déclarées, on vous a demandé si vous aviez des marchandises à déclarer d'un montant supérieur à 175 €. Il est évident, quand on a 30 kilos de cheveux naturels, c'est une valeur supérieure à 175 €.
On va se baser sur la fourchette moyenne. On va regarder. Un paquet de 100 grammes, c'est dans les 50 euros. Ça, c'est 35 à 45 centimes. Voilà, il faut qu'on va les mesurer. Hein. Un à un, les sacs sont vidés et les mèches de cheveux mesurées pour une estimation précise. Leur valeur marchande est estimée à près de 13 000 euros. Donc on va partir sur 400 euros du kilo, d'accord hein. On va prendre... faire quelque chose pour moi. Donc vous confirmez que j'avais toujours 32 kilos, d'accord. Donc on va partir 20% de la valeur marchande. L'homme devra donc payer 2 500 euros de taxes pour pouvoir repartir avec ses cheveux. Chaque année, la douane perçoit ainsi environ 13% des recettes de l'État. Retour en plein cœur de Paris, à la gare Montparnasse. Autre gare et autre lieu stratégique pour les trafiquants, surtout en matière de drogue. L'Espagne est au bout de ses rails. Et l'Espagne, c'est par là que transite la cocaïne d'Amérique du Sud et le cannabis du Maroc. Nous retrouvons Denis et son équipe en poste sur les quais, équipés d'une caméra cachée pour ne pas éveiller les soupçons. Première opération sur les 300 passagers d'un train en provenance de Bordeaux. L'équipe n'a que quelques secondes pour repérer d'un coup d'œil les voyageurs suspects. Fouille au corps, fouille rapide des bagages, à chaque fois c'est un coup de poker. Denis a repéré un homme d'une trentaine d'années qui lui semble suspect. Dans sa valise, première découverte de la journée, un sachet de marijuana. De l'herbe de cannabis. C'est pas bien ça. Travailler dans la restauration, monsieur? En pâtisserie. Et alors, c'est quoi votre spécialité, le space cake? Une prise classique sur un quai de gare. Un peu plus loin, le reste de l'équipe fouille un sac de sport. Son propriétaire va être arrêté sur le champ. Comment il y a à ton avis, un peu moins? Un peu moins de 100 grammes. Ah, c'est bien, très très bien. Voilà ce que les douaniers ont retrouvé à l'intérieur du sac. Environ 100 grammes de drogue dure, bien emballée dans un préservatif. Ouais, il venait d'Amsterdam, il rentrait chez lui tranquillement dans sa province, sûrement pour alimenter son petit trafic. Hein, et voilà, donc il s'est mis un boudin d'héroïne ou de cocaïne, on ne sait pas encore. Il faut d'abord qu'on procède aux analyses dans l'anus. Voilà, il a passé les contrôles en gare du Nord, et dès qu'il est sorti de gare du Nord, il était dans un coin, il a évacué. Hein, voilà, il était dans les toilettes publiques sûrement, et puis voilà. Puis là, il reprenait le train tranquillement à Montparnasse. C'est bon. C'est là qu'on l'a surpris. C'est un business très rentable. Voilà, il peut se faire 10 000 euros. Hein, Pour lui, fini le business. L'homme est emmené à la brigade des stupéfiants. S'en suivra une garde à vue et une comparution immédiate. Que ce soit 1 gramme ou 1 tonne, c'est toujours ça de moins qui est dans le circuit. Et voilà, c'est un fixe qu'un drogué ne se fera pas, c'est de l'argent qu'un revendeur ne se fera pas. Voilà. Alors, c'est ça notre travail aussi. Hein, voilà. Et on y pense tous les jours et puis nous on ne s'arrête pas. Quelle que soit la quantité, on est toujours là. Nous partons maintenant à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Depuis 2 ans, des douaniers mènent une enquête un peu particulière. Ils sont sur le point de démanteler un réseau de trafiquants de groupes électrogènes contrefaits. Aujourd'hui, ils perquisitionnent cet entrepôt où sont stockés une partie de ces matériaux. Made in Italy? Oui, c'est des faux trucs. Ça vient de Chine, hein? Oui, ça vient de Chine. Ah ouais. Ils ont même les stickers Made in. Non, mais ils te mettent, c'est le truc de garantie, ça. Ces produits d'outillage, introduits dans la communauté européenne alors qu'ils ne respectent aucune norme de sécurité, font l'objet d'un marché noir sur toute la France. Des vendeurs ambulants de nationalité italienne en ont écoulé entre 10 et 15 000 depuis 2007. C'est le genre de matériel qui est interdit sur le marché parce que, non conforme aux normes et pour certains aussi contrefait. Il y a déjà eu des plaintes là-dessus en consommateur? Ouais. Vous avez vu dans le dossier? Ouais. Cette saisie est le résultat d'une enquête minutieuse. Une enquête de police menée par une brigade de douane particulière. On l'appelle la douane judiciaire. Alors, la perquise? Ça a bien donné, donc 260 groupes électrogènes et 14 pompes à eau. D'accord.
C'est du matériel non conforme, voire dangereux. Yes, ok. Voilà. Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à maintenant dérouler les auditions. Notre travail, c'est de, pour résumer, de façon peut-être un peu schématique, mais pour résumer, c'est de faire des enquêtes judiciaires dans les domaines de la douane. L'homme en charge de démanteler les réseaux de trafiquants qui importent et vendent ces machines de façon illégale, c'est Jean Fabrice. On a pu se rendre compte qu'il existait en France une structure beaucoup plus élaborée qui était chargée de l'approvisionnement, du stockage, de la distribution et de la commercialisation de ce genre de produits sur l'ensemble du territoire et qui chargeait après de collecter les revenus qui étaient issus de ce commerce. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Jean Fabrice en région parisienne. Il vient remettre un échantillon prélevé sur le stock de Grasse à un laboratoire qui doit expertiser le niveau de dangerosité. Bon, j'en ferai le tour, mais tous les avertissements, c'est le terme réglementaire, devraient être en français alors qu'ils sont en anglais. Des avertissements non traduits et surtout un produit fabriqué en dépit de toutes les règles de sécurité. Sous la pluie, les contacts sont non protégés dessous. On peut rencontrer aussi des montages mal faits comme celui-là, avec une durite qui a été coupée un peu court, donc qui n'est pas à sa place, qui au lieu d'être bloquée ici, va se promener sous la forme des vibrations là-devant et qui va finir par se couper. Et donc vous allez avoir le réservoir qui va se vider par terre, voire s'enflammer. Vous avez des fils qui sont très faciles à débrancher. Si en manipulant le produit, je tire ça, ce qui peut arriver, je ne peux plus arrêter le moteur. Je peux conduire quand même des situations assez dangereuses. Ça veut dire que je respecte toutes les réglementations européennes qui s'appliquent à ce produit. Visiblement non, puisque par ailleurs, même sur le plan de l'affichage, ils n'ont pas respecté. Mais ça, ils l'ont mis. Parce que tout le monde a compris que même les Chinois qui mettent Chinese Export, qu'il suffit de marquer CE pour qu'on ait le droit de l'exporter. En fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Conclusion, utiliser ces groupes électrogènes s'avère très dangereux. Et si la douane tente d'enrayer les futures ventes, pas facile de revenir sur les affaires déjà conclues. Pas moins de 9000 personnes utiliseraient ces produits partout en France. Difficile de les retrouver pour les alerter. Les retirer à la consommation, c'est très compliqué parce que il faut retrouver tous les clients de ce type de produit, et entre les paiements en espèces, les paiements par chèque, mais qui ne se retrouvent pas sur les comptes bancaires des principaux auteurs. C'est très très compliqué de pouvoir remonter tous les clients potentiels de ce type de produit. Merci beaucoup. Bon après-midi. J'arrive. Le lendemain, il est 6h. Nous retrouvons Jean Fabrice dans les bureaux de la douane judiciaire à Vincennes. Vamos. Soyez fort. Eh ben écoute, on va essayer. Jean Fabrice et l'un de ses collègues partent rencontrer des victimes de l'escroquerie retrouvées grâce à leur chèque. Ces personnes vivent en milieu rural. Il s'agit d'agriculteurs isolés qui ont été dupés par les vendeurs de ces groupes électrogènes contrefaits. Ça s'est vraiment fait aux quatre coins de France. Il n'y a aucune région qui a été épargnée, puisqu'il y a même eu la Corse, il y a même eu la Réunion. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un phénomène. Et au-delà même de la France, il y a entre 20 et 30 pays à travers le monde qui ont eu affaire à ce même phénomène de vendeurs italiens qui écoulent des groupes électrogènes. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très structuré et qui a généré énormément d'argent. C'est de la lumière. Monsieur Foubert, bonjour. Moi, je gère la douane judiciaire. On vient pour l'histoire des groupes électrogènes. On n'est pas sur un petit vendeur tout seul, quoi. C'était un réseau assez structuré, avec des vendeurs qui étaient répartis géographiquement parlant, qui se faisaient livrer. Enfin, bon. Donc vous êtes une des innombrables victimes. On pense que la personne qui vous a vendu les groupes électrogènes est quelqu'un qui est impliqué de façon assez importante dans l'affaire. On m'a mis un petit peu la puce à l'oreille après, bien sûr. Quand le gars il m'a dit que c'était matériel Honda. Ah, il vous a dit ça? Ouais, et c'est vrai qu'on voit nulle part Honda. Ça, c'est important.
C'est très important. Le gars, il me disait, je sors de faire un... Comment il a sorti ça exactement? Un salon, il a fait une un soirée. salon, voilà, je fais un salon. Ou... Oui, voilà, brico-marché ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Et il me reste les machines sur le dos, j'ai pas envie de les ramener en Italie. Je les brade. C'est vraiment toujours le même discours. À chaque audition d'acheteurs de groupe électrogène, Jean-Fabrice recueille les mêmes témoignages qui lui ont permis d'établir le mode opératoire des vendeurs ambulants. À force d'avoir eu, je pense, des questions posées par les acheteurs, ils ont trouvé un discours bien calibré, passe-partout, et suffisamment crédible pour que les gens puissent tomber dans le panneau. Dès qu'il a eu son chèque, j'ai eu la facture, on n'a pas discuté, c'était prêt à partir. Je vais vous présenter une planche photographique avec des clichés d'un certain nombre d'individus, et vous allez me dire si vous reconnaissez votre vendeur dedans. D'accord, donc je vous laisse consulter ça. Ah. Oui, c'est celui-là. Ah ouais, bon. Un beau parleur, Un beau parleur qui a entourloupé cet homme en lui vendant un lot de matériel 2000 €, alors qu'il l'avait acheté 10 fois moins cher en Chine. Compte tenu du tarif auquel ils arrivent à vendre ces machines qu'ils ont achetées pas très cher, ça génère pour eux un chiffre d'affaires qui se chiffre certainement en millions d'euros. Donc, en définitive, c'est un commerce qui est relativement rentable et pour lesquels les peines encourues sont largement inférieures que sur d'autres trafics, comme le trafic de stupéfiants. J'avais certains doutes, mais je ne pensais pas aller tomber sur une machine qui n'était pas aux normes, en fin de compte, c'est le mot qu'il faut dire. Et aujourd'hui, j'ai ces machines-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Avisé, cet agriculteur n'utilisera plus son matériel. Mais d'autres acheteurs continuent de s'exposer au danger sans le savoir. À quelques kilomètres de là, une autre victime qui semble ravie de son achat. D'autant qu'en boutique spécialisée, une machine comme celle-ci aurait coûté en moyenne 30% de plus, et elle ne compte pas s'arrêter de l'utiliser. Il y a la batterie dedans, je ne vais pas jamais toucher, jamais recharger. Ouais. À voir comme ça, c'est bien, mais bon. Ouais, à voir comme ça, c'est bien. Vous voyez là, la durite. La durite, elle est tendue à mort. Elle est juste posée sur la tige métallique, là. Oh, vous savez, des fois, quand vous achetez une bagnole, c'est pareil. Sauf que si la tige métallique monte en température... Oui. Ah, et puis elle perce le truc. La durite, elle perce, et vous avez l'essence qui va partir directement sur le moteur. C'est diesel, celui-là. Ouais, enfin, c'est du diesel, mais ça sera suffisamment chaud pour que vous puissiez faire griller quelques merguez, quand même, je pense. Je vais m'en servir comme barbecue. Au moins, il aura servi. Ok, bon, écoutez... Voilà ce que je peux vous dire. Faites attention, mais ces modèles-là sont quand même de facture assez moyenne. Et bon, faites attention à ces histoires de durite. Ils ont toute peur que ce soit du vol ou de l'arnaque. Mais ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent acheter des matériels qui ne soient pas conformes et puis qu'ils peuvent prendre des risques en les utilisant, quoi. On est là aussi pour les prévenir, quoi. Retour à Vincennes, dans les bureaux de la douane judiciaire. Suite à la perquisition dans l'entrepôt de Grasse et à l'audition des victimes, Jean-Fabrice a pu remonter le réseau. À l'origine, il y avait peu d'éléments sur cette affaire. Et nous, ce qu'on a fait, on a analysé les documents de transport qui étaient présents dans le lieu de stockage pour voir qui pouvaient être les fournisseurs éventuels de ces marchandises. Et c'est avéré qu'il y en avait au moins un qui était situé en France, du côté de Nice, donc on a fait des investigations sur cette société. Et en enquêtant sur cette société niçoise, Jean-Fabrice a découvert que son gérant était au centre d'un vaste réseau d'importation et de vente de produits illégaux, qui a des ramifications partout en Europe. Cet homme est convoqué pour être entendu le lendemain à Marseille. On lui a donné une date et on l'a chargé de tout faire pour qu'il se présente à la date et à l'heure prévue. Jean-Fabrice se rend donc dans les bureaux de la douane judiciaire de Marseille. Il vient entendre le gérant de la société. Mets-toi à l'aise, il fait chaud et on est là pour quelques heures. Importation, sans déclaration en douane de marchandises prohibée.
blanchiment habituel et en bande organisée, blanchiment d'argent, d'accord, association de malfaiteurs. La liste des chefs d'accusation est longue. Tromperie sur les marchandises, dangereuses pour la santé, abus de biens sociaux, travail dissimulé, d'accord. Donc tu es placé en garde à vue pour 24 heures, d'accord. Il y a marqué, mais... Ça ne veut pas dire que toi, tu as fait tout ça. C'est tous ceux qui recherchent. Il y a beaucoup de choses qui sont pas les mêmes choses. Allez-y. Non, mais ça, c'est l'enquête. Ça, c'est l'enquête. C'est l'enquête. Le jeune homme est nerveux. Il a vendu du matériel illicite au porte-à-porte un peu partout en France. Mais en plus, c'est lui qui a monté avec son père et son frère la société qui importe cet outillage de Chine de manière complètement illégale. Alors, maintenant, je voudrais que tu m'expliques plus en détail en quoi consiste ta profession de vendeur. Je les prends, je les charge dans la voiture et je vais arrêter des gens pour proposer. D'accord. Tu dis que tu vas partir en avion, que tu veux pas ramener ça, ça coûterait trop cher et que tu brades. Comme tout le monde. Vous pensez que je suis ici pour vous mentir? Non. Non. Tu n'as pas de chaîne en or autour du cou? Si. Originaire de Naples, la société familiale est basée là-bas. C'est depuis sa région qu'il a lancé son commerce. Si vous allez sur la Lune, il y a un Napolitain qui veut vous vendre quelque chose. Et si on va dans le désert, il y en a un qui va nous vendre du sable. De l'eau, peut-être. Non, du sable. Du sable. Les Français, ils travaillent en France. Napolitains, ils travaillent à Naples. Tunisiens, ils travaillent en Tunisie. Ouais, mais oui, mais sauf que la France, c'est un pays. Ouais. Alors, bon, Naples, c'est aussi un pays. C'est un pays dans le pays, Naples. Ouais. Camorra, mafia, il y a marqué. Et alors? C'est pas du tout vrai. Vrai ou pas, peu importe. Une quelconque affiliation à un groupe mafieux n'est pas l'élément que Jean-Fabrice cherche à démontrer à travers cette enquête. Ça serait facile de faire un raccourci et de dire qu'ils sont tous affiliés à la Camorra. Moi, c'est pas du tout le cœur de mon enquête. Mon enquête, c'est de démontrer qu'il y a bien une structure qui a été mise en place pour écouler des groupes électrogènes de piètre qualité, voire même dangereux sur le territoire national, que cette activité a généré de l'argent, que cet argent a quitté le territoire national. Oui, c'est une enquête de longue haleine. La peine encourue par le jeune homme pour un tel trafic, 10 ans maximum. Les malfaiteurs l'ont bien compris. Le trafic de contrefaçon est une nouvelle forme de criminalité beaucoup plus difficile à détecter et moins sévèrement condamnée que d'autres contrebandes. Chaque jour, par leur action, 18 000 hommes tentent de maintenir ces trafics illégaux hors de nos frontières. Une lutte dans la mondialisation qui rend les échanges toujours plus difficiles à surveiller et contrôler, mais une lutte qui ne s'arrête jamais.